Comment calculer un budget familial sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter étape par étape comment construire un budget familial sur Excel en partant d'une base de données dans laquelle nous allons pouvoir saisir toutes nos informations afin d'obtenir un document qui permet de synthétiser très rapidement et de manière interactive, c'est-à-dire avec des boutons de sélection des données, les différents éléments de notre budget familial, ce qui permettra donc de décomposer chacun des postes afin de comprendre quelles sont les sources génératrices de revenus et quelles sont les sources de dépenses. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un budget familial de A à Z. Nous allons donc partir d'un classeur Excel vide et nous allons voir comment construire les différentes feuilles de calcul. Et donc la base de départ de ce document sera de créer une base de données dans laquelle nous allons pouvoir saisir les différentes informations et ensuite nous viendrons exploiter ces données au travers de tableaux croisés dynamiques et de formules. Cette solution nous permettra de venir alimenter les différentes informations que nous allons insérer dans notre base de manière très rapide et nous permettra également de pouvoir modifier les valeurs affichées dans la synthèse également de manière très rapide en utilisant des simples boutons, ce qui nous permettra d'actualiser les données en un seul clic. Donc comme je vous l'expliquais, pour commencer nous allons créer notre base de données. Pour cela nous allons nous placer sur la feuille de calcul feuille 1 qui est donc créée par défaut avec le classeur que nous allons pouvoir renommer base, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir l'identifier très rapidement. Ensuite, pour créer la base, nous allons tout simplement venir saisir les intitulés des différentes colonnes. Donc tout d'abord, la première colonne va contenir les dates des différentes opérations que nous pourrons donc relever sur le relevé bancaire, que nous reviendrons saisir ici très rapidement et qui permettront donc d'alimenter notre budget familial. Ensuite, nous allons également catégoriser les différentes lignes que nous allons insérer dans notre base de données en créant donc une colonne catégorie. Chacune de ces catégories sera ensuite décomposée par poste et ensuite nous aurons le libellé de la ligne qui permettra de savoir précisément ce que celle-ci contient. Et pour finir, nous retrouverons également le montant, en sachant que ici nous n'allons pas distinguer les dépenses et les recettes, nous viendrons le calculer par la suite en fonction de la catégorie. Voilà, donc pour bien comprendre le contenu de ce document, nous allons saisir une première ligne d'exemple. Ici, imaginons que le 1er janvier de l'année 2021, nous ayons le règlement de notre loyer. Donc le loyer fait partie de la catégorie des dépenses fixes. Comme nous le verrons juste après, nous aurons en effet trois types de catégories différentes, les revenus, les dépenses fixes et les dépenses variables sur lesquelles nous reviendrons juste après. Ensuite, nous allons intégrer la dépense de notre loyer du mois de janvier au sein du poste loyer. Et enfin, nous pouvons saisir le libellé, à savoir loyer maison. Ici, nous allons supposer que le montant de ce loyer est de 860 €. Voilà, une fois que nous avons saisi la première ligne, nous allons pouvoir convertir cette mini base de données en un tableau de données structuré, ce qui va ensuite nous permettre tout d'abord de mettre en forme très rapidement cette base de données afin de pouvoir identifier et saisir des données très rapidement. Cela nous permettra également d'exploiter ces informations très facilement en utilisant le nom de ce tableau ainsi que les noms des colonnes. Et enfin, l'avantage principal, c'est que nous pourrons faire reposer la construction des tableaux croisés dynamiques et des différentes formules que nous allons mettre en place directement sur cette table de données, ce qui fait que les plages de cellules utilisées seront dynamiques et lorsque nous allons insérer ou supprimer des lignes, celles-ci seront toujours prises en compte dans les tableaux croisés dynamiques mais également dans les formules. Donc pour créer très facilement un tableau de données à partir d'une base, nous sélectionnons l'une des cellules et nous appuyons sur CTRL-L. Ici, Excel identifie bien les références des cellules de notre base et nous pouvons cocher mon tableau comporte des en-têtes étant donné que nous avons bien saisi des titres sur chacune des colonnes. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK pour qu'Excel effectue la conversion. Alors Excel nous propose une mise en forme par défaut,
Si celle-ci ne nous convient pas, nous pouvons nous rendre dans le menu Création de tableau et déployer le groupe Style de tableau afin de choisir le style que nous voulons mettre en place. Par exemple ici, un style vert. Une fois que cela est fait, nous pouvons saisir des données. Et donc ici, pour gagner du temps, je ne vais pas ressaisir toutes ces données à la main. Je vais me contenter d'effectuer un copier-coller à partir de l'extraction des relevés fictifs donc, que nous allons utiliser dans cet exemple. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, dans cette base de données, nous allons retrouver les différentes opérations des années 2021 à 2022, avec également une ligne qui concerne donc 2020, qui va permettre de récupérer le solde précédent. Il s'agit donc d'une ligne de la catégorie revenus qui porte le nom de solde précédent et qui permet donc de récupérer le solde tel qu'il était juste avant de mettre en place l'analyse des données pour l'année 2021. Voilà, donc une fois que nous avons inséré nos données, nous allons pouvoir tout d'abord renommer notre tableau, ce qui nous permettra donc de l'identifier très rapidement lorsque nous allons construire des formules. Ici, nous pouvons l'appeler par exemple base relevée. Nous validons ensuite en appuyant sur Entrée et ensuite nous allons également agrandir les colonnes afin de pouvoir faire apparaître l'ensemble des informations. Donc ici, je vais désactiver le filtre mis juste avant et après avoir sélectionné les colonnes A jusqu'à E, je vais double-cliquer donc au niveau des en-têtes pour qu'Excel ajuste automatiquement la taille des colonnes. Ensuite, pour pouvoir insérer ou modifier les valeurs contenues dans la colonne catégorie et dans la colonne poste, nous allons pouvoir insérer des règles de validation de données qui vont donc afficher des petites listes déroulantes avec les données qui vont correspondre. Et donc pour cela, nous allons créer une mini base de données qui va reprendre l'ensemble des valeurs que nous serons susceptibles d'utiliser dans notre tableau. Donc nous créons une nouvelle feuille de calcul en appuyant sur le petit plus et nous allons appeler cette feuille liste des catégories. Ensuite nous validons en appuyant sur Entrée et ici nous allons pouvoir créer un nouveau tableau. Dans ce tableau, nous allons retrouver 3 colonnes qui vont correspondre aux 3 catégories que nous pourrons utiliser dans notre tableau. Comme nous l'avons vu, la première de ces catégories va permettre de reprendre tous les revenus. Un revenu est donc un poste qui va permettre de générer de la trésorerie. Nous allons donc y retrouver les différents salaires, les allocations, la perception des revenus dans le cadre d'investissement immobilier, etc. Ensuite, dans la deuxième colonne, nous allons retrouver les charges fixes. Il s'agit de dépenses pour lesquelles le montant ne va pas ou très peu varier et qui vont retomber tous les mois. Ici, nous retrouverons par exemple le versement des loyers, le montant des assurances, les énergies, les impôts, les factures de téléphone, etc. Et enfin, pour finir, nous allons également avoir cette fois-ci les dépenses variables, qui vont être toutes les autres dépenses, qui seront donc ponctuelles et sur lesquelles il n'y aura pas de règle de répétition au mois le mois. Ici, nous retrouverons par exemple les dépenses liées aux vacances, liées aux habits, liées aux courses, aux cadeaux, etc. Donc une fois que nous avons construit la structure de notre tableau, nous allons également le transformer en table de données structurée en sélectionnant l'une des cellules et en appuyant sur CTRL-L. Alors Excel a bien identifié ici les 3 cellules qui vont constituer le début de notre tableau. En revanche, il n'a pas coché la case « Mon tableau comporte des en-têtes » étant donné que ici, le tableau comporte une seule ligne. Nous activons donc l'option et nous cliquons sur OK. Comme tout à l'heure, si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en forme le tableau en utilisant l'un des styles prédéfinis et nous pouvons également lui donner un nom qui sera un petit peu plus clair, par exemple liste catégorie. Et ensuite, nous validons en appuyant sur Entrée. À présent, il va nous suffire de venir saisir les différents postes que nous retrouvons dans nos catégories. Ici, nous allons par exemple avoir le salaire 1, le salaire 2, les éventuelles allocations familiales que nous pourrons toucher, les revenus locatifs dont nous parlions juste avant, et ensuite nous aurons également le solde précédent qui, pour rappel, permet donc de commencer l'analyse du budget familial directement en repartant du solde tel qu'il était juste avant l'analyse. Voilà, donc ensuite nous allons avoir la liste des dépenses fixes que je vais ici vous épargner en effectuant à nouveau un copier-coller comme je l'ai fait juste avant. Comme vous pouvez le constater, nous allons retrouver donc dans ces dépenses fixes les loyers, l'assurance de la maison, les différents postes d'énergie, donc eau, gaz, électricité, les mutuelles, les frais bancaires, les impôts et les taxes, le coût lié au transport, donc par exemple les cartes de bus ou les cartes de train, les abonnements internet et téléphone, les crédits conso, crédit immobilier ou crédit voiture, l'assurance liée à la voiture, les frais correspondant donc à l'école et à la cantine, et ensuite les autres abonnements que nous pourrons avoir. Ensuite, au niveau des dépenses variables, nous allons retrouver l'épargne que nous pouvons mettre en place,
les retraits d'espèces, les dépenses liées au coiffeur, aux vacances, aux sorties, aux vêtements, aux courses, l'abonnement à une salle de sport, les travaux effectués dans la maison, les dépenses de soins et d'hygiène, et enfin l'achat de cadeaux. Voilà, donc ici évidemment il ne s'agit que d'exemples. Je vous invite à créer vos propres catégories, et si vous téléchargez donc le fichier que nous allons créer dans cette vidéo, vous pourrez également ajouter ou supprimer vos propres catégories. Voilà, donc ensuite, avant de terminer sur la création de ces listes, nous allons insérer une nouvelle ligne dans laquelle nous allons donc insérer le nom de cette feuille de calcul. Pour cela, nous effectuons un clic droit et nous choisissons insérer. Ici, nous allons ressaisir liste des catégories. Ensuite, donc, nous allons le passer en gras en nous rendant dans le menu accueil et en cliquant sur gras. Et donc maintenant, pour pouvoir exploiter très facilement ces données, nous allons créer des plages nommées. Pour cela, nous allons placer le curseur de la souris au niveau de l'entête de la première colonne, afin de cliquer pour sélectionner toutes les cellules de la colonne. Ensuite, nous nous rendons dans la zone des noms, et nous allons créer le nom liste revenus. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et maintenant, à chaque fois que nous allons appeler cette plage nommée liste revenus, Excel sélectionnera toutes les cellules qui se trouvent dans la colonne revenus. Nous allons procéder de la même manière pour créer la liste des dépenses fixes et évidemment également la liste des dépenses variables. Nous sélectionnons les cellules et nous saisissons le nom, donc liste dépenses variables. Pour créer ensuite, comme nous l'avons vu juste avant, des listes déroulantes, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules de la colonne catégorie en plaçant soit le curseur de la souris au niveau de l'entête comme nous l'avons fait juste avant pour que le curseur de la souris prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas, ou alors pour aller encore plus vite en sélectionnant n'importe quelle cellule de cette colonne et en appuyant sur les touches CTRL et espace. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Données afin de cliquer sur le bouton Validation de données. De cette manière, nous allons pouvoir spécifier que nous voulons que les valeurs saisies dans cette colonne correspondent aux valeurs que nous allons retrouver dans une liste. Cette liste que nous allons sélectionner au niveau donc de la feuille liste des catégories en sélectionnant ici les cellules A3 jusqu'à C3 dans laquelle se trouvent les intitulés de colonnes. Ensuite nous appuyons sur Entrée et nous validons en appuyant sur OK. Maintenant lorsque nous allons sélectionner l'une des cellules de cette colonne, nous pourrons déployer la liste déroulante en appuyant sur le petit triangle et nous pourrons modifier très rapidement les données. Si nous nous plaçons sur une nouvelle ligne à la suite de notre tableau, donc ici en appuyant sur les touches tabulation pour insérer la nouvelle ligne, nous aurons également la possibilité d'utiliser cette liste déroulante, ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Voilà, ensuite nous allons vouloir mettre la même liste déroulante au niveau de la sélection des postes, sauf que nous allons devoir faire en sorte que les propositions que nous allons trouver dans cette liste soient déterminées automatiquement en fonction de ce que nous avons sélectionné ici dans la catégorie. Pour cela, nous allons utiliser une astuce que nous avons déjà découverte dans une vidéo précédente, que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Cela va reposer sur le même principe que ce que nous avons vu avant, à savoir que nous sélectionnons tout d'abord toutes les cellules de la colonne et nous allons à nouveau nous rendre dans le menu Données et Validation de données. Ici nous allons à nouveau choisir une liste, mais contrairement à tout à l'heure, nous n'allons pas venir la sélectionner directement. À la place, nous allons saisir une formule qui va permettre de récupérer de manière automatique la liste qui va correspondre. Ici, donc, nous allons commencer par effectuer un test afin de regarder si la valeur de la cellule située juste à gauche, qui sera ici donc la cellule B584, est égale à revenu. Donc si B584 est effectivement égal à revenu, que nous saisissons ici entre guillemets, étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, alors nous pourrons retourner les valeurs qui se trouvent dans la liste revenus que nous avons créée juste avant. Pour cela, nous appuyons sur la touche F3 pour qu'Excel nous présente donc tous les noms que nous avons créés, et il nous suffira maintenant de double-cliquer sur la liste des revenus pour qu'Excel l'insère automatiquement dans notre formule. Ensuite, donc, nous allons saisir un nouveau point-virgule afin de déterminer ce que nous allons vouloir afficher lorsque la valeur de la cellule B584 n'est pas égale à revenu. Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la fonction si qui va nous permettre d'effectuer un deuxième test. Ici, nous allons vouloir vérifier si encore une fois la valeur de la cellule 584 est maintenant égale à dépenses fixes. Lorsque ce sera le cas, alors nous allons retourner la liste des dépenses fixes. Alors si le fait d'appuyer sur la touche F3 ne fonctionne plus, nous pouvons saisir directement le nom ici à la main. En revanche, lorsque la valeur de la cellule B584 ne sera ni égale à revenu ni égale à dépenses fixes, alors celle-ci sera obligatoirement égale à dépenses variables. Nous pourrons donc appeler la liste qui correspond, donc liste dépenses variables. Ensuite, nous fermons les deux parenthèses qui vont correspondre ici aux deux fonctions-ci et nous allons valider en appuyant sur OK. De cette manière, si nous déroulons une liste déroulante, nous allons pouvoir constater que ici Excel va nous afficher
uniquement les postes qui correspondent aux dépenses fixes. En revanche, si nous sélectionnons par exemple une ligne sur laquelle se trouvent les revenus, c'est effectivement ce qu'Excel va nous proposer de pouvoir récupérer de manière très rapide. Voilà, donc nous allons supprimer la ligne ici qui ne servait qu'à effectuer un test, et nous allons maintenant pouvoir compléter notre base de données en insérant de nouvelles colonnes. La première colonne va permettre de calculer un solde dans lequel les entrées d'argent qui correspondent donc aux revenus seront récupérées pour leur valeur positive. En revanche, lorsqu'il s'agira d'une dépense, qu'elle soit fixe ou variable, alors la valeur que nous allons récupérer dans le solde sera négative. Pour cela, nous allons bien entendu utiliser la fonction si que nous avons vu juste avant dans le cadre de la mise en place de la validation de données. Mais évidemment, si vous voulez en savoir plus sur cette fonction si, vous retrouverez également dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo qui lui est dédiée. Voilà, donc ici nous allons regarder si la valeur que nous retrouvons donc dans la colonne catégorie, que nous allons récupérer très rapidement en cliquant tout simplement sur la cellule qui correspond, est égale à revenu. Encore une fois, revenu que nous saisissons entre guillemets. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons récupérer la valeur du montant. En revanche, lorsque ce ne sera pas le cas, ce sera donc forcément une dépense fixe ou variable. Et donc dans ce cas-là, nous retournerons l'inverse de la cellule montant. Nous saisissons le moins et nous cliquons sur montant. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et maintenant, Excel va bien nous récupérer le solde qui va correspondre à la ligne. Si nous voulons mettre en forme les valeurs que nous avons ici, nous appuyons sur CTRL espace pour sélectionner toutes les cellules, puis nous appuyons sur CTRL M afin de leur donner un format monétaire, et ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons supprimer les virgules. Ici, nous n'allons pas gérer directement des centimes au niveau de la base, nous pourrons évidemment les saisir, mais elles ne seront pas affichées. Voilà, donc ensuite, la deuxième colonne qui va nous intéresser va être la colonne année, qui va tout simplement extraire l'année à partir de la date que nous avons saisie. Donc année, et pour extraire facilement une année, nous pouvons utiliser la fonction année, avec pour seul paramètre la date dans laquelle nous voulons extraire l'année. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Ici nous avons bien donc toutes les opérations de l'année 2021. Et pour terminer, nous allons maintenant vouloir récupérer le mois. Donc est égal à mois que nous allons récupérer avec la fonction mois, qui fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'ici, celle-ci permet de récupérer le mois d'une date que nous venons spécifier. Alors ce n'est pas une obligation, mais si nous voulons pouvoir exploiter des mois non pas en chiffres comme c'est le cas ici, mais des mois en toutes lettres, nous pouvons également créer une nouvelle colonne que nous allons appeler mois lettres, et dans laquelle nous allons vouloir récupérer la correspondance du mois de la ligne en cours, mais en toutes lettres. Pour ça, nous pouvons utiliser la fonction texte qui permet de récupérer une valeur qui correspond à une cellule en appliquant un format particulier. Donc ici encore, nous allons vouloir récupérer la date de la ligne en cours, et pour obtenir un mois en toutes lettres, nous allons saisir 3 fois M, ce qui permettra donc d'obtenir le mois en version courte, c'est-à-dire sur 3 ou 4 caractères. Lorsque nous avons saisi les M, nous pouvons fermer les guillemets et la parenthèse, et ensuite lorsque nous validons, Excel nous récupère effectivement le mois en version courte. Si nous le souhaitons, nous pouvons encapsuler cette formule à l'intérieur de la fonction non propre, ce qui nous permettra d'obtenir la première lettre en majuscule, ce qui permettra d'améliorer donc le visuel de notre tableau de bord. Voilà, donc maintenant pour bien identifier les colonnes dans lesquelles se trouvent des formules, des colonnes de saisie, nous allons les sélectionner et appliquer un format particulier. Nous allons par exemple les saisir en jaune. Voilà, donc maintenant que nos bases ont bien été créées, nous allons pouvoir nous atteler à la création du tableau de bord de suivi du budget familial. Pour cela, nous allons créer encore une fois une nouvelle feuille de calcul que nous allons placer en première position et que nous allons appeler tableau de bord. Et ici, pour agencer les différentes informations que nous allons vouloir y faire apparaître, nous allons créer un certain nombre d'encarts. Pour commencer, nous allons sélectionner toutes les cellules de la feuille de calcul afin d'appliquer une couleur de remplissage, donc par exemple ici le gris très foncé. Cela étant fait, nous allons pouvoir insérer des formes, donc en nous rendant dans le menu insertion, en déroulant le menu forme et en choisissant par exemple ici le rectangle avec les coins arrondis. Cela va nous permettre donc de dessiner grossièrement la première forme dans laquelle nous allons avoir le titre de notre document, et nous viendrons également insérer un petit peu plus tard les différents boutons qui nous permettront de paramétrer ce que nous voulons faire apparaître dans la vue. Donc ici nous dessinons grossièrement la case et nous verrons ensuite comment les agencer lorsque nous aurons inséré toutes les formes. Ici donc nous allons également réduire la taille des bords arrondis et donc nous allons modifier la couleur de remplissage
afin d'insérer cette fois-ci un gris un petit peu plus clair qui pourra donc se détacher très légèrement de la couleur de fond. Et nous allons également retirer le contour en nous rendant dans le menu contour et en sélectionnant son contour. Si nous souhaitons faciliter donc la création de ces encarts, nous pouvons de manière provisoire modifier la couleur de fond. Donc nous resélectionnons toutes les cellules de la feuille de calcul en appuyant donc ici en haut à gauche et nous allons choisir une couleur claire, ici par exemple le gris très clair. Ensuite nous pouvons resélectionner l'encart que nous avons créé et le dupliquer le nombre de fois qui va correspondre à tous les encarts que nous allons mettre en place sur la feuille de calcul. Donc ici encore une fois la présentation du tableau de bord que nous allons voir n'est qu'une suggestion. Libre à vous évidemment de créer vos propres indicateurs et si jamais vous avez des indicateurs pertinents, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je les intègre ici donc dans mon tableau de bord. Donc moi dans le tableau de bord que je vais construire, j'aurai besoin de 8 encarts. Donc ici j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, donc il va me rester, comme je vous l'expliquais juste avant, à les agencer donc les uns par rapport aux autres. Dans celui-ci, donc qui va permettre de compléter la largeur du document, nous allons retrouver un graphique qui va reprendre le solde de chacun des mois. Nous aurons ici donc un tableau avec un graphique qui va permettre de synthétiser les principales dépenses variables, un encart équivalent afin de présenter cette fois-ci les différentes dépenses fixes, et encore un autre encart pour cette fois-ci les revenus. Donc ici nous les plaçons assez grossièrement et donc nous sélectionnons les 3 encarts en appuyant sur la touche CTRL afin de pouvoir agrandir la largeur de ces encarts en modifiant donc les 3 encarts en même temps. Ensuite nous allons nous intéresser à l'encart situé juste à droite que nous allons placer de manière à ce que celui-ci soit aligné donc avec l'encart du haut. Puis nous sélectionnons à nouveau les 3 encarts. Ensuite nous allons nous rendre dans format de forme, dérouler le menu aligner afin d'aligner donc les 3 encarts en haut et surtout nous allons pouvoir les organiser de manière à ce que ceux-ci soient distribués de manière horizontale pour que l'espace entre chacun des encarts soit égal. Il ne nous restera plus maintenant qu'à placer les 3 encarts qui restent ici sur la gauche de notre document. Donc comme tout à l'heure, nous les plaçons grossièrement, puis nous sélectionnons ces 3 encarts afin de réduire leur hauteur. Nous allons ensuite placer uniquement l'encart du bas à l'endroit souhaité, puis sélectionner à nouveau les 3 encarts afin de les aligner tout d'abord sur la gauche. Et ensuite, nous allons également distribuer leur position de manière verticale. Ensuite, donc, il nous restera à modifier les différents agencements afin que chacun de ces encarts ait une place qui soit à peu près cohérente les uns par rapport aux autres. Pour finir, il va nous rester ici à réduire l'arrondi des angles afin que celui-ci corresponde donc aux différents encarts que nous avons déjà insérés sur la feuille de calcul. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir insérer des titres sur chacun de nos encarts en insérant des zones de texte. Donc nous allons nous rendre dans le menu insertion, cliquer sur zone de texte et nous allons ensuite pouvoir dessiner un rectangle sur le premier encart dans lequel nous allons saisir le titre mon budget familial. Donc ici comme vous pouvez le voir, la mise en forme de la zone de texte n'est pas du tout bonne. Donc nous sélectionnons tout le texte qui se trouve à l'intérieur de celle-ci, puis depuis le menu accueil, nous allons choisir une couleur claire, par exemple ici le gris. Ensuite nous allons nous rendre dans format de la forme, afin de désactiver la couleur de remplissage en choisissant aucun remplissage et également le contour en choisissant sans contour. De cette manière nous voyons bien le texte et nous allons pouvoir donc le passer tout d'abord en gras mais également l'agrandir afin que celui-ci soit bien visible. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons sélectionner l'encadrement de notre zone de texte afin d'appuyer sur CTRL D pour pouvoir la dupliquer très rapidement. Comme je vous l'expliquais, sur le deuxième encart, nous allons cette fois-ci retrouver un graphique qui permettra de présenter les soldes de fin de mois. Ensuite, nous allons pouvoir dupliquer à nouveau cette zone de texte en la sélectionnant au niveau des bords de celle-ci et en appuyant sur CTRL D. Nous allons la placer sur l'encart situé ici, qui va permettre de présenter ici uniquement le solde de fin de période que nous allons afficher sur 2 lignes. Puis nous allons le dupliquer une nouvelle fois pour l'insérer sur l'encart situé ici, sur lequel nous allons retrouver l'épargne constituée donc par le ménage sur l'ensemble de la période. Donc épargne de la période. Et pour finir, donc sur l'encart situé juste en dessous, nous allons retrouver le taux d'endettement total de la famille également sur la période. Donc taux d'endettement. Cela étant fait, nous allons pouvoir sélectionner à nouveau toutes les cellules de la feuille de calcul pour réappliquer la couleur de fond de celle-ci. Et ensuite, il ne restera plus qu'à fignoler les différents éléments les uns par rapport aux autres pour les afficher de manière correcte. Voilà, donc ici je vous ai épargné le détail de la mise en place étant donné que cette opération est assez rébarbative.
Notez juste que j'ai modifié la couleur de fond des encarts pour récupérer une couleur un petit peu plus claire qui pourra se détacher un petit peu plus de ce que nous avions. Maintenant, étant donné que l'encart principal sur lequel nous allons vouloir attirer l'œil est celui dans lequel se trouve le solde de fin de période, nous allons modifier spécifiquement pour celui-ci la couleur de fond. Pour cela, nous le sélectionnons, puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Format de la forme. Ici, nous allons dérouler le menu remplissage et nous allons choisir d'utiliser un dégradé. Sur celui-ci, nous allons conserver uniquement les bornes extrêmes, donc celle qui est située juste à gauche et celle qui est située juste à droite. Sur celle située juste à gauche, nous allons choisir un bleu assez foncé et sur celle donc, qui est située juste à droite, nous allons sélectionner un bleu un petit peu plus clair. Si celui-ci est trop clair, nous sélectionnons exactement le même bleu que celui que nous avions juste avant. Nous déployons à nouveau le menu couleur et nous choisissons autre couleur. De cette manière, nous allons pouvoir choisir un bleu un tout petit peu plus clair, mais toujours sur la même échelle de couleur. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et voilà, donc le dégradé est beaucoup plus léger. Voilà, donc maintenant que nous avons mis en place le squelette de notre tableau de bord, nous allons pouvoir nous atteler à la construction de celui-ci. Et pour cela, nous allons revenir donc au niveau de notre onglet base et nous allons créer un tableau croisé dynamique qui va reposer sur les données de cette base, tableau croisé dynamique qui vont nous permettre d'extraire les données les plus pertinentes de manière très rapide. Donc ici, nous allons passer assez rapidement sur la construction du tableau croisé dynamique et sur l'exploitation des données. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers ma formation qui détaille de manière exhaustive le fonctionnement des tableaux croisés dynamiques. Donc ici, pour créer notre tableau croisé dynamique, nous sélectionnons une cellule de la base et nous cliquons sur le bouton tableau croisé dynamique. Ici, donc, nous pouvons constater tout d'abord que effectivement Excel va utiliser notre base relevée en tant que source qui va permettre de créer ce tableau croisé dynamique. Et ici, nous allons vouloir créer ce tableau sur une nouvelle feuille de calcul. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK pour qu'Excel nous insère le tableau ici sur la feuille 5. Nous double-cliquons sur l'onglet de cette feuille que nous allons appeler TCD afin de savoir très rapidement ce que nous retrouverons à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, la première chose à faire lorsque nous avons affaire à un tableau croisé dynamique sera d'en modifier la structure. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur l'une des cellules de ce tableau croisé dynamique et nous cliquons sur Options du tableau croisé dynamique. Tout d'abord, nous allons décocher l'option Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour, ce qui permettra de ne pas casser la mise en forme éventuelle que nous pourrons mettre en place sur la feuille de calcul. Puis nous allons nous rendre dans le menu Affichage afin de demander une disposition classique du tableau croisé dynamique, ce qui permettra de le construire et de le manipuler de manière beaucoup plus facile. Ensuite, nous cliquons sur OK. Une fois que le tableau croisé dynamique a été modifié, nous allons pouvoir construire un tableau croisé dynamique très simple dans lequel nous allons retrouver le cumul des soldes en fonction des catégories. Pour cela, nous cliquons sur Catégorie et ensuite nous cliquons sur Solde. Nous pouvons donc voir que sur le total des lignes que nous retrouvons dans notre base de données, nous avons eu 90 000 € de revenus pour 56 000 € de dépenses fixes et ensuite pour 27 000 € de dépenses variables, ce qui permet donc de générer en tout un solde de 5 874 €. Ici, c'est ces 5 874 € que nous allons vouloir extraire afin de les intégrer ici dans l'encart solde de fin de période. Pour cela, nous allons créer une nouvelle zone de texte qui reposera sur le modèle de celle que nous avons ici. Donc nous pouvons la sélectionner et appuyer sur CTRL D. Et pour récupérer rapidement à l'intérieur de celle-ci en tant que valeur, non pas un contenu que nous venons saisir, mais directement la valeur d'une cellule, nous allons pouvoir nous rendre ici dans la barre des formules afin de saisir la référence vers la cellule dans laquelle se trouve la valeur à extraire. Pour cela, nous tapons un symbole égal, puis nous cliquons sur l'onglet TCD et ensuite nous sélectionnons la cellule sur laquelle se trouve la valeur que nous allons vouloir extraire. Il s'agit ici de la cellule B8. Sauf que, comme vous pouvez le constater, lorsque nous cliquons sur la cellule B8, Excel ne va pas récupérer la référence de cette cellule, mais va insérer la fonction lire données tab croise dynamique qui permet d'extraire rapidement une valeur contenue dans un tableau croisé dynamique, mais qui n'est pas compatible avec la technique de récupération donc d'une valeur d'une cellule directement dans une zone de texte. Pas de problème, nous cliquons par exemple ici sur la cellule C8 et manuellement nous allons modifier la référence à C8 par B8. Ensuite nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Comme nous pouvons le constater, Excel va bien récupérer la valeur, c'est-à-dire 5874. À ce moment-là, vous pouvez également constater qu'Excel a perdu la mise en forme de texte que nous avions pu mettre en place. Pas de problème, il suffit de sélectionner une autre zone de texte, puis depuis le menu Accueil, nous allons cliquer sur l'outil Pinceau qui permet de reproduire la mise en forme.
Lorsque nous cliquons sur celui-ci, nous pouvons constater que le curseur de la souris va effectivement prendre la forme d'un pinceau, et il nous suffira ensuite de cliquer sur la zone de texte pour lui donner exactement la même apparence. Ensuite, donc, nous allons aligner le contenu de la zone de texte sur la droite, et nous allons également agrandir la taille du texte afin que celui-ci prenne une place importante au sein de l'encart qui lui est consacré. Pour finir, il va nous rester donc à mettre en forme le texte afin d'afficher le symbole euro. Pour cela, nous revenons dans notre tableau croisé dynamique, nous sélectionnons l'une des cellules de la colonne solde, puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur format de nombre. Ensuite, dans la catégorie monétaire, nous allons choisir donc le format monétaire euro, mais sans les centimes. Donc nous saisissons la valeur de 0 dans le champ nombre de décimales. Ensuite, nous cliquons sur OK pour valider. Et comme vous pouvez le voir, ici Excel va nous récupérer 5874. Lorsque nous revenons dans notre tableau de bord, ici en apparence il n'y a eu aucune modification. C'est tout simplement parce que la zone de texte n'est pas assez grande pour faire apparaître donc le symbole $. Il suffit donc de l'élargir pour que effectivement nous retrouvions bien ici notre symbole $. Ensuite, nous pouvons déplacer légèrement la zone de texte et éventuellement réduire un tout petit peu la taille de la police de caractère. Ensuite, pour obtenir le montant de l'épargne sur la période, nous allons devoir soustraire ce solde de fin avec le solde tel qu'il était juste avant le début de la période. Alors pour cela, nous allons devoir créer un nouveau tableau croisé dynamique. Donc soit nous créons un nouveau tableau croisé dynamique exactement de la même manière que pour la création de celui-ci, soit pour aller beaucoup plus vite, nous sélectionnons les cellules dans lesquelles se trouve ce tableau croisé dynamique, nous appuyons sur CTRL-C et ensuite nous allons pouvoir le coller à un autre endroit pour dupliquer exactement le même tableau croisé dynamique avec les mêmes paramètres. Alors ici, le tableau croisé dynamique que nous allons mettre en place va uniquement nous permettre de récupérer les dates des différentes périodes. Donc nous cliquons sur celui-ci pour faire apparaître la liste des champs, nous désactivons les deux informations que nous avons déjà récupérées et nous allons uniquement cliquer sur date afin d'insérer les dates dans le tableau croisé dynamique. Sauf que ici, comme vous pouvez le constater, Excel a profité de l'utilisation de ce champ date pour le décomposer par année, par trimestre et également par mois. Donc il pourrait ici s'agir d'une option très intéressante, sauf que du coup nous avons perdu les dates en elles-mêmes, nous n'avons plus les jours. Donc pour récupérer les dates, nous sélectionnons le champ date, puis nous allons nous rendre dans le menu analyse du tableau croisé dynamique afin de cliquer sur dissocier. De cette manière, nous retrouvons uniquement les dates de notre base de données. Ensuite, nous allons vouloir récupérer donc différentes informations directement à l'intérieur de cette base de données. La première information que nous allons vouloir récupérer est la date de départ, donc que nous allons appeler ici date min, qui va tout simplement correspondre à la valeur que nous retrouverons dans la cellule D5, étant donné que, comme vous pouvez le constater ici, les dates sont classées par ordre chronologique. Donc nous tapons égal D5. En revanche, pour obtenir la dernière date que nous avons dans notre tableau croisé dynamique, nous allons devoir utiliser une fonction qui va donc permettre d'aller chercher cette information tout en bas de la base. Donc tout d'abord, nous allons désactiver la ligne totale générale dont nous n'avons pas besoin et qui pourrait nous gêner en effectuant un clic droit sur le tableau croisé dynamique et en cliquant sur option du tableau croisé dynamique. Ensuite, dans l'onglet totaux et filtres, nous allons pouvoir désactiver les totaux des lignes et les totaux des colonnes et valider en appuyant sur OK. Voilà, donc maintenant, nous allons vouloir récupérer la dernière cellule de notre base et pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction décaler qui permet d'effectuer un décalage à partir d'une cellule de départ. Donc ici, date max va être égal au résultat que nous allons obtenir avec la fonction décaler. Le point de départ que nous allons utiliser pour effectuer ce décalage va être ici la cellule D5 une fois encore. Et pour déterminer le nombre de lignes du décalage à effectuer, nous allons pouvoir utiliser la fonction nbval qui va permettre de compter le nombre de cellules dans notre colonne D qui contient des valeurs. Donc nbval de D, et ensuite il nous suffira tout simplement de retirer une valeur à ce résultat afin de ne pas tenir compte de la cellule D4 dans laquelle se trouve le mot date. Donc nous retirons -1. Et enfin, pour le décalage en nombre de colonnes, étant donné que nous voulons rester sur la même colonne que la cellule D5, nous pouvons saisir la valeur de 0. Alors ici, cette formule nous retourne 0, étant donné que la cellule D3 a également été considérée comme étant une cellule contenant une valeur. Ce n'est donc pas -1 que nous allons utiliser, mais -2, pour que, comme vous pouvez le constater ici, Excel nous retourne un résultat. Ce résultat qui est donc une valeur numérique que nous allons pouvoir convertir en date, en nous rendant dans le menu accueil et en cliquant sur date courte. Donc ici nous avons bien le 30-10, sauf que le mois d'octobre contient en réalité 31 jours. Pour obtenir le dernier jour du mois, nous allons tout simplement pouvoir encapsuler ce résultat, donc la fonction décaler,
en tant qu'argument de la fonction fin mois qui permet d'obtenir le dernier jour d'un mois donné. Donc ici le mois qui correspond au résultat retourné par la fonction décalée. Et étant donné que nous voulons obtenir le dernier jour de ce mois même, nous allons effectuer un décalage de 0 mois. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et maintenant nous avons bien donc une date de début et une date de fin. À partir de là, nous allons pouvoir calculer les soldes qui vont correspondre en utilisant cette fois-ci la fonction SUMSI. Donc la fonction SUMSI permet d'effectuer une somme des cellules en fonction d'un critère donné. Ce critère va être la date que nous avons ici. Donc nous appelons cette fonction SUMSI, puis nous allons nous placer donc sur l'onglet dans lequel se trouve la base de données, et nous allons sélectionner la cellule dans laquelle se trouvent les dates. Et étant donné que nous voulons connaître le montant de toutes les valeurs pour laquelle la date est inférieure à la date de départ, nous allons saisir le symbole inférieur à et utiliser l'esperluette afin d'aller chercher la date de départ, donc inférieure à date de départ. Et ensuite, le dernier argument va nous permettre de sélectionner la colonne dans laquelle se trouvent les valeurs que nous allons vouloir sommer. Donc nous revenons dans l'onglet Somme et nous choisissons ici le solde. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur Entrée et donc, comme nous pouvons nous y attendre, Excel nous informe que ce solde était de 0 étant donné qu'il n'y avait pas de valeur avant le 31/12/2020. Et ensuite, pour obtenir le montant du solde donc en fin de période, nous allons nous placer sur la cellule N5 et appuyer sur CTRL B pour dupliquer automatiquement la formule située juste au-dessus. Comme nous pouvons le constater, ici Excel va bien utiliser la fonction SUMSI afin de déterminer le montant de tous les soldes pour toutes les dates situées avant la date de fin, sauf que ici nous allons vouloir également intégrer le solde qui va correspondre à ce jour. Donc nous allons transformer le inférieur à par inférieur ou égal à. Lorsque nous validons, nous retrouvons effectivement le 5874 que nous avions juste avant. Et donc pour déterminer l'épargne totale réalisée sur la période, nous allons pouvoir effectuer une soustraction du solde fin de période moins le solde début de période. Alors ici, vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt d'effectuer ce calcul, étant donné que tous les jours de notre base ont bien été considérés. Et donc c'est maintenant que nous allons utiliser un outil très puissant des tableaux croisés dynamiques, qui sont les segments. Un segment permet en effet de sélectionner des valeurs dans un tableau croisé dynamique en utilisant des simples boutons sur lesquels nous allons pouvoir cliquer. Donc ici nous sélectionnons l'une des cellules de notre tableau croisé dynamique. Nous allons nous rendre dans Analyse du tableau croisé dynamique et nous allons choisir d'insérer un segment. Ici, nous allons vouloir sélectionner des données en fonction de leur année, mais également en fonction du mois en toutes lettres. Donc nous sélectionnons ces deux champs et nous validons en appuyant sur OK. À présent, grâce à ces segments, nous allons par exemple vouloir récupérer uniquement les valeurs de l'année 2022, donc nous cliquons sur 2022. Comme vous pouvez le constater, la date de départ sera maintenant le 1er janvier 2022 et la date maximale sera le 31 octobre 2022. Nous pouvons ainsi constater que avant la période, nous avions donc un solde de 5114 € et que sur la période, nous avons donc épargné 760 € qui correspond à la différence entre la date de fin et la date de début. Ensuite, pour que nos segments interagissent évidemment avec notre tableau croisé dynamique que nous venons de créer, mais également avec le premier tableau croisé dynamique, nous allons les sélectionner, puis nous rendre dans l'onglet Segments afin de cliquer sur Connexion de rapport. Et ici, nous allons retrouver nos deux tableaux croisés dynamiques. Il nous suffira maintenant de sélectionner le premier pour que celui-ci soit impacté par le segment que nous venons de créer. Nous allons effectuer la même opération pour le segment mois-lettres. Donc nous le sélectionnons, nous cliquons sur Connexion de rapport et nous activons le premier tableau croisé dynamique. Cela étant fait, nous allons pouvoir cliquer sur CTRL X pour couper ces segments que nous allons coller ici sur notre tableau de bord en appuyant sur CTRL V. Ensuite, pour intégrer ces segments avec la mise en forme de notre tableau de bord, nous les gardons sélectionnés et nous nous rendons à nouveau dans Segments afin de cliquer cette fois sur Paramètres des segments. Nous allons tout d'abord demander à Excel de désactiver l'affichage des en-têtes et de masquer les éléments sans données, puis nous validons en appuyant sur OK. Une fois que nos segments ont été modifiés, nous allons pouvoir modifier leur apparence. Pour cela, donc, nous allons nous rendre dans Style de segment, et ici nous allons retrouver une liste d'un certain nombre de segments que nous pourrons utiliser, mais si nous le souhaitons, nous allons également pouvoir créer notre style personnalisé. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur le style sélectionné, et nous cliquons sur Dupliquer pour qu'Excel nous affiche une fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir créer notre style de segment en commençant par lui donner un nom, donc ici perso. Ensuite, donc, nous allons pouvoir impacter les différents éléments de nos boîtes de segments. Pour commencer, nous sélectionnons le segment entier et nous cliquons sur Format. Le segment entier correspond donc à la boîte d'une manière générale. Donc nous allons commencer par supprimer
les bordures de cette boîte et nous rendre dans l'onglet Remplissage afin de sélectionner une couleur de fond qui va correspondre à la couleur de nos différents encarts. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK et OK à nouveau. Et ensuite, pour appliquer le style personnalisé, nous allons déployer la fenêtre Style de segment et cliquer sur le style que nous venons de créer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'intégration n'est pas encore parfaite, donc nous allons pouvoir effectuer un nouveau clic droit sur notre style personnalisé afin de cliquer sur modifier. Nous allons maintenant nous rendre sur la ligne sélectionnée avec données qui va donc correspondre à tous les éléments que nous avons ici en orange, sur lesquels donc nous allons cliquer sur format afin tout d'abord de modifier la couleur de remplissage que nous allons donc sélectionner par exemple comme étant la couleur bleue qui correspond donc au haut du dégradé que nous avons mis en place ici. Nous allons désactiver les bordures et nous allons conserver l'affichage du texte ici en blanc. Ensuite nous validons en appuyant sur OK et nous allons maintenant pouvoir nous intéresser aux éléments non sélectionnés. Donc nous cliquons comme d'habitude sur format, nous désactivons la bordure. Ici nous allons vouloir que ces textes soient affichés en couleur gris, donc nous déployons le menu et nous choisissons par exemple ce gris là. Nous allons également les afficher en italique et ensuite donc nous allons nous rendre dans remplissage afin de désactiver la couleur de remplissage en récupérant la même couleur que la couleur de la boîte. Nous validons en appuyant sur OK et OK à nouveau. Et voilà, nos champs sont maintenant créés. Il ne nous restera plus donc à placer nos boîtes de segments à l'endroit souhaité. Donc tout d'abord nous allons avoir les années ici. Pour redimensionner un segment, nous pouvons tout simplement utiliser les poignées que nous retrouvons sur chacune des extrémités. Et si nous voulons afficher plusieurs segments sur une même ligne, nous allons nous rendre dans le menu segment et cliquer donc sur colonne. Ici nous voulons avoir 3 mois sur une même ligne. Ensuite, nous plaçons l'élément, donc ici, juste à côté des années que nous venons de placer à l'instant. Nous redimensionnons la hauteur de notre boîte de segments, et voilà, nos segments sont bien intégrés. Maintenant, il nous suffira de cliquer sur ces différents éléments pour faire varier les éléments que nous aurons dans notre tableau de bord. Et donc, à présent, nous allons pouvoir faire apparaître l'épargne générée sur la période, en dupliquant la zone de nom que nous avons ici, en appuyant sur CTRL D et en venant la placer juste en dessous. Si nous nous rendons sur TCD, nous allons pouvoir constater que ici l'épargne est située aux coordonnées N6 de l'onglet TCD. Donc nous revenons sur la zone de nom et nous modifions le B8 par un N6. Ensuite nous validons en appuyant sur OK. Ici le texte a été réinitialisé, mais comme tout à l'heure, nous sélectionnons la zone de texte dans laquelle se trouve le solde fin de période, nous appuyons sur reproduire la mise en forme que nous pouvons appliquer sur notre zone de texte. Donc ici, le format de nombre a disparu étant donné qu'il n'y en a pas ici sur notre zone. Comme tout à l'heure, nous appuyons sur CTRL M et nous allons supprimer les centimes en cliquant donc sur réduire la décimale. En plus de ça, nous allons effectuer un clic droit et cliquer sur format de cellule afin de pouvoir nous rendre dans la catégorie personnalisée pour pouvoir afficher un symbole plus lorsque la valeur sera positive. En revanche, nous allons supprimer l'affichage des valeurs négatives en rouge. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et si nous revenons donc sur notre tableau de bord, nous pouvons constater que sur l'année 2022, nous avons généré une épargne de 760 €. Alors attention, comme vous pouvez le constater, nous avons ici 760 €, tout comme le solde de fin de période, étant donné que le solde de fin de période est maintenant erroné et que si nous voulons obtenir la bonne valeur, nous allons devoir faire reposer cette zone de texte sur la cellule que nous avons ici, qui est la cellule N5. Donc nous revenons sur le tableau de bord, nous sélectionnons la cellule, et nous modifions les références de la cellule B8 par N5, puis nous validons. Comme tout à l'heure, pour récupérer le format qui a sauté, nous sélectionnons une zone de texte sur laquelle se trouve le bon format, nous appuyons sur reproduire la mise en forme et nous cliquons sur notre zone de texte. Ici, encore une fois, le format monétaire a sauté, donc nous appuyons sur CTRL M et nous supprimons les centimes pour constater que effectivement sur notre tableau de bord, le formatage est maintenant correct. Et voilà, donc maintenant nous allons pouvoir nous atteler au calcul du taux d'endettement. Ce taux d'endettement que nous allons pouvoir obtenir donc en dupliquant l'un des tableaux croisés dynamiques que nous allons coller ici sur la colonne P et nous allons modifier les valeurs que nous y retrouvons pour n'afficher non pas les catégories mais directement les postes. Ensuite nous allons appliquer un filtre sur les valeurs affichées afin de faire apparaître uniquement les valeurs qui correspondent au crédit, c'est-à-dire le crédit conso et le crédit voiture. Si nous avions éventuellement un crédit immobilier, il faudrait également le sélectionner. Ici nous appuyons sur OK afin d'obtenir le montant total du remboursement des crédits. Ensuite donc nous allons pouvoir calculer le taux d'endettement qui va correspondre à la valeur que nous retrouvons ici, c'est-à-dire le résultat du solde de notre tableau, que nous divisons par le montant total des revenus que nous avions calculés dans le premier tableau croisé dynamique. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, et nous pouvons constater deux choses. La première de ces choses, c'est que ici, cette valeur est négative, étant donné que nous partons donc d'une dépense qui est, elle, également négative. Donc,
pour obtenir une valeur positive, nous pourrions soit utiliser le champ montant à la place du champ solde, mais dans ce cas il faudrait reconstruire la formule, soit pour aller encore plus vite, lorsque nous constatons une anomalie comme celle-ci, il suffit de récupérer la valeur opposée en insérant un symbole moins juste devant. Ensuite nous validons, et pour donner donc l'apparence d'un pourcentage à cette valeur, nous cliquons tout simplement sur pourcentage, ici au niveau du menu accueil du ruban. Ensuite donc nous allons pouvoir dupliquer l'une des zones de test que nous avions déjà mis en place, afin de récupérer la valeur que nous retrouvons dans cette cellule, c'est-à-dire ici la cellule Q10. Nous revenons sur tableau de bord, et nous modifions la référence en Q10. Ensuite nous validons en appuyant sur entrée, nous dupliquons comme d'habitude le format de la zone de texte située juste au-dessus pour récupérer ici un taux d'endettement de 27%. Pour finir sur la mise en place de ces 3 encarts, nous allons vouloir insérer une petite image qui va permettre d'illustrer le contenu de chacun de ces encarts. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion, dérouler le menu Images et cliquer sur cet appareil. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue dans laquelle nous allons pouvoir aller sélectionner des images. Ici, nous sélectionnons les 3 images qui vont correspondre et nous cliquons sur Insérer. Les images sont insérées ici sur la droite, mais comme vous pouvez le constater, celles-ci sont non seulement beaucoup trop grandes pour être insérées dans nos encarts, mais elles sont également affichées en noir. Donc nous allons tout d'abord redimensionner les icônes, puis pour modifier la couleur, nous allons effectuer un clic droit sur la première de ces icônes et cliquer sur Format de l'image. Ensuite, dans le panneau latéral, nous allons cliquer sur Images, dérouler le menu Correction de l'image et nous allons pousser le curseur luminosité à 100%. Comme vous pouvez le constater, à ce moment-là, l'image devient bien blanche. Nous pouvons ensuite la placer dans l'encart et effectuer la même opération pour la deuxième image en la sélectionnant, en se rendant dans Correction de l'image et en plaçant la luminosité à 100%. Ici, donc l'icône va représenter l'épargne de la période et il nous restera ensuite à effectuer la même opération pour l'icône du taux d'endettement. Nous sélectionnons, nous plaçons le curseur de luminosité à 100% et nous plaçons ensuite le curseur à l'endroit souhaité. Et voilà, donc c'est tout pour cette première partie du tutoriel consacré à la construction d'un budget familial sur Excel, mais nous nous retrouvons très bientôt pour la deuxième partie, dans laquelle nous allons voir comment construire un graphique qui va permettre de présenter le solde de fin de mois de ce budget familial, et nous verrons également comment détailler sous forme de tableau et de graphique le revenu, les dépenses fixes et les dépenses variables. Alors surtout, pour être sûr de bien visionner la vidéo qui correspond, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également suivre le lien disponible dans la description de la vidéo pour obtenir directement le budget familial complet tel que nous l'avions vu dans l'introduction de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de prochains tutos.